Votre mère était respectée, mais dès votre naissance, vous n'avez plus eu ce respect à cause de l'Iran et de l'islam. Il y a l'islam Alors vous avez grandi sous un gouvernement islamique. dans cette école islam. Parce qu'ils ont mis des lois, non? Maintenant, elle a parlé du passeport. Tu as besoin de l'autorisation de ton mari et de ton père. Qu'est-ce que ça signifie? Que les femmes n'ont pas le jugement nécessaire pour pouvoir quitter le pays. Tu ne peux pas non plus accéder à plusieurs emplois. Présidente, toi, jamais. La justice non plus. Juge, une femme ne peut pas être juge. Mesdames et messieurs, voici l'une des opinions les plus attendues. C'est le meilleur slogan que j'ai trouvé, car mon essai de changement en 2025 a échoué. Et les gens aiment celui-ci, parce que vraiment, chaque opinion compte beaucoup pour moi. Je veux, d'une certaine manière, comprendre qui est ici dans le studio. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà interviewé une personne à ce sujet, sauf que dans ce cas, elle était une réfugiée iranienne. Nous avons évoqué ce que signifie être réfugiée iranienne. Ici au Brésil, la conversation était très sympa. J'ai oublié son nom, mais il est dans la vidéo, dans la description, on va le mettre dans la description. Et elle a même un restaurant de cuisine perse merveilleux. Elle était enceinte, l'enfant est né. Mais aujourd'hui, nous parlons avec deux influenceuses, artistes, deux Iraniennes qui vivent ici au Brésil depuis 10 ans. 13 ans. 13 ans. Je vais essayer de le prononcer pour voir si j'ai appris, car je suis resté ici 6 heures à m'entraîner à la prononciation. C'est Mamouni. Elle est là, Mamouni. J'ai bien dit, Mamouni. Mahmouni. Il faut recommencer à le faire. Et Maxima, putain. Mon Dieu, pourquoi je n'y arrive pas? Où est-ce la difficulté? C'est normal parce que je pense que cette prononciation est totalement différente pour les Brésiliens parce que ça vient de la gorge. Donc, Mahmouni. Et ça n'existe pas en portugais. Mais j'ai entendu plusieurs fois, vous avez utilisé Renata. Renata, mais nous utilisons vraiment le R. Mais quand c'est... Le problème pour moi n'est pas le H, le mar. Le problème pour moi, c'est le ma. Il y a quelque chose, vous faites un A à moitié fermé. Oui. Mar, Maxima, Nadine. C'est ça, Nadine. C'est fermé, d'accord. Qu'est-ce qui est difficile à dire en portugais pour vous? Quelle est votre difficulté? Beaucoup de choses. Beaucoup? Je remarque que... Mais Non, attends, hein? Quoi? Ici, il n'y a pas cette prononciation, cette façon de prononcer. Q. Bah. Ré. Vous dites Q. Q, par exemple, amour signifie A. Oh, c'est super ça ici. Oui, Mais ici, les gens n'arrivent pas à dire esta. seulement quand on est bourré. Genre, c'est ça, on boit juste pour pouvoir utiliser cette partie-là. D'accord. Et vous parlez très bien portugais, non? Vous prenez des cours. Quel est votre parcours avec le portugais ici? D'abord, Zanous, on a eu pas mal de difficultés. Seulement le... Il n'y avait que des prononciations incorrectes. Mais on a commencé à étudier en Iran. Quand on a décidé de quitter l'Iran, oui. Vous avez choisi le Brésil comme destination alors que vous étiez encore en Iran. Pourquoi ce choix? Pourquoi le Brésil? C'est une question que tout le monde pose, n'est-ce pas? Avant que je me marie avec Sim, c'est comme moi avec Maxime, ma sœur, après que je sois, oui. Avant que je me sois mariée avec mon mari, j'étais toujours avec Maxime, ma sœur. Puis elle a étudié plusieurs problèmes pour nous, comme une femme. Je pense toujours à ça, je suis chanteuse, mais une femme en Iran ne peut pas chanter en public. Nous avons plusieurs raisons de quitter l'Iran, tu sais, pour vivre. Parce que tous les gens sont très Compliqué. Parlons-en, je veux comprendre. Mais pourquoi le Brésil? En quoi serait-il l'opposé de l'Iran? On a toujours pensé à partir avec Maximo pour l'Australie. On a essayé plusieurs fois, mais c'était très difficile pour une femme seule, tu sais. Nous avons beaucoup d'obstacles à surmonter en tant que femme, beaucoup de difficultés, oui. Mais après avoir épousé mon mari, il voyageait dans plusieurs endroits, oui. Il vivait en Australie, il vivait aux États-Unis, Angleterre,
pas les États-Unis, d'accord. Mais il voyageait beaucoup parce que son travail consiste à voyager comme ça. La dernière fois qu'il a voyagé, c'était au Brésil avec sa famille, avec sa sœur et sa mère. Oui. Il a dit que j'ai voyagé dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Europe, à plusieurs endroits. Mais quand je quitte l'aéroport au Brésil, quand l'avion décolle, je viens vers cette terre. Pour la première fois, j'ai pleuré en quittant un endroit où j'ai senti que j'étais chez moi. Il a tant aimé le Brésil qu'il était nostalgique dès le départ de l'avion. Oui, il a dit, je vais revenir au Brésil, tu sais, quand? Mais il a dit que dans aucun autre pays, il ne s'était senti comme ça. Il a dit que les gens au Brésil sont très chaleureux, chaleureux. Tout le monde dit ça de nous. C'est de ça que je parle. On ne pense pas ça de nous, n'est-ce pas? Non, on se déteste ici. C'est vrai, oui. Non, vous avez certaines choses que d'autres peuples n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas cette chaleur-là. Oui, il a dit que quand je marchais dans la rue, je ressentais ici, comme l'Iran, comme une liberté pour moi. Il a dit que je ne ressentais plus cela maintenant. Non, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce n'est pas seulement qu'il est venu au Brésil. Il est allé dans tant d'endroits, et c'est ici, au Brésil, qu'il a choisi de s'installer. Donc il a des points de comparaison, n'est-ce pas? Pour en parler. Exactement. Mais dans quels endroits est-il allé? Il est venu à São Paulo, à Rio? Non, il restait un mois comme touriste, tu vois. Il restait une semaine à São Paulo, je comprends. Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Amazonie, Manaus. Et le Brésil en général? Salvador? Salvador, des lieux touristiques. En fait, si j'ai bien compris, ce n'est pas le Brésil que ton mari aime, mais ses habitants. Non, il aime beaucoup la nature immense que le Brésil possède. C'est très différent des autres pays. Oui, l'Australie en a beaucoup, mais je crois que le Brésil aussi, c'est génial. J'ai ici un projet qui mérite d'inviter ces personnes, très continentes. C'est quoi? C'est un projet où j'ai réuni des Français, des Chinois et des Angolais, et nous invitons des personnes d'autres pays pour discuter. Et tous sont unanimes, ils parlent des Brésiliens. Et c'est très curieux parce que tous les Brésiliens, 90% des Brésiliens qui regardent dans cette chaîne, ont la même mentalité que moi sur le Brésil. On est tellement habitué au Brésil qu'on commence à ne plus s'aimer. Parce qu'on a ce truc, on connaît, c'est comme ta famille, tu connais ta sœur, tu connais ses défauts, mais tu ne veux pas que quelqu'un en parle mal. Exactement. Comment je peux parler? Comment peux-tu parler d'elle ainsi? Pourtant, on critique beaucoup le Brésil à l'étranger. Quand on y va, si quelqu'un demande « tu es brésilien ?» on dit « oui, mais je ne vais pas te voler », la première chose qu'on dit. Je n'aime pas ce genre de choses. C'est ça. Une fois, quand je voyageais, après avoir vécu ici, j'ai obtenu la citoyenneté brésilienne. Je n'ai pas... Nous sommes brésiliens maintenant aussi. Vous êtes brésilienne? Oui. Alors, vous payez des impôts? Oui, je paye. Oui, oui. Brésilienne. Mais regarde, c'est ça que je veux dire. Nous, moi-même, je le dis avec fierté. Je suis irano-brésilienne. Brésilienne maintenant. Parce que ce qu'on a vécu, on est arrivé ici, nous sommes brésiliennes et j'aime aussi le Brésil. Je pense que c'est un pays qui, tu sais, m'a apporté beaucoup de choses à moi en tant que femme. Alors, je le dis avec beaucoup de fierté. Mais ce que tu as dit aussi, j'ai senti que le peuple brésilien n'a pas vraiment cette image que le Brésil a en réalité. Je le remarque aussi beaucoup. Mon gars, beaucoup. Le Brésilien, tu vois, il y a le Brésilien qui a quitté le Brésil et il y a le Brésilien qui est au Brésil. Le Brésilien parti du Brésil aime encore son pays, car ce qu'il y trouve lui manque. À l'étranger, il ressent l'absence de chaleur humaine et remarque que les gens ici ne sont pas aussi chaleureux. Le rêve de beaucoup de Brésiliens ici, c'est de partir du Brésil. Je parle de toi qui regarde. La plupart disent vouloir quitter le pays à cause des arnaques et des mauvaises personnes. Vous avez aussi ce sentiment là-bas en Iran? Les gens, les Iraniens sont-ils plus patriotes? Ou ce sont des personnes qui disent « je déteste cet endroit, je veux partir d'ici au plus vite » Non, les Iraniens sont très patriotes. Oui, les Iraniens? Ils le sont, c'est vrai. J'ai cité les Iraniens car c'est une zone de conflit. Et vous l'êtes quand même, non? Oui, parce qu'en fait, pour nous, les Perses, l'Empire perse, c'est un pays qui a vraiment beaucoup d'histoire, une culture millénaire. Donc, pour nous, notre pays, notre terre, c'est très important et c'est pour ça qu'on perd autant de jeunes, autant de...
On met vraiment notre vie en jeu. En fait, on paie de notre sang pour protéger ce pays. Parce que la situation actuelle en Iran depuis presque 47 ans, non, il n'y a rien de comparable. On ne peut pas comparer avec le Brésil. Oui, parce que c'est totalement différent. Maintenant que tu connais des Brésiliens, tu trouves qu'on se plaint pour rien? Tu connais l'expression se plaindre le ventre plein? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, exactement comme avant la révolution islamique, il y a 47 ans, les gens se plaignaient aussi. On veut plus de liberté, on veut ceci, cela. Et ce qu'ils ont mis en place, ce sont ces ayatollahs terroristes qui sont restés au pouvoir. Et je pense qu'ils se plaignaient aussi alors qu'ils n'avaient pas vraiment de raison. Donc, Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ah, c'est vrai. se plaindre du Brésil. Ayatollah brasileiro. Je ne vais pas me plaindre, non, j'adore le Brésil, moi. Je suis épaté, c'est génial. Parce que ça arrive, tu sais, ces ayatollahs, l'islamisme, le chiisme, il y a des centres islamiques ici, le régime islamique envoie des gens dans plusieurs endroits. Tu vois déjà le monde arriver? C'est ça. Oui, tu n'as pas encore vu? Je n'ai pas encore vu. Personne faisant la propagande de régimes islamiques. Même. L'Iran, au Brésil, ici au Brésil. Attends, Attends, on va parler de ça maintenant? Mais attends. Oui, cette fois c'est sérieux, ce n'est pas de l'arabe. Non, c'est du perse, frère. Tu connais Persa. Cette semaine, tu peux vendre un truc pour tenir. J'ai reçu les résultats de mon test ADN. J'ai fait le test et découvert que je suis plein de choses. Être brésilien, c'est ça. Il y a des origines arabes, juives, perses et noires. Negro. Indiens, il y a de tout. Oui, parle-moi de ça. Que serait alors le rosaire topico? On dit souvent que le Brésil est un lieu de pluralité où des gens du monde entier viennent. Je ne savais pas qu'il y avait des ayatollahs arrivant au Brésil et essayant d'utiliser le Brésil comme un lieu possible. Explique-moi ça. Oui, parce que les ayatollahs, l'islamisme chiite, ils ont des objectifs, ils ont des buts, n'est-ce pas, dans leur religion. Donc, Oui, parce que l'ayatollah de l'islamisme chiite a un objectif, il a un but dans leur religion. Leur religion, précisa l'utapelo islamisme, et le chiisme que vous appelez le djihad, que je n'ai pas encore mentionné, que j'ai voulu dire, que c'est une lutte pour l'islamisme. Donc, c'est même à Qom, en Iran, qu'il y a la plus grande université d'islamisme chiite. Donc, cette université offre même des bourses à des personnes d'autres nationalités qui vont là-bas, qui étudient là-bas pour devenir ayatollah. quelle faculté de... ayatollah. Il y a aussi des Brésiliens, même des femmes brésiliennes qui étudient là-bas, qui étudient. Estudando. Por quê? Que a cabeça de vocês leva a entender isso? Dinheiro, Por quê? porque o governo, O governo paga? paga tudo. Paga a casa, paga Agora tudo. ferrou, agora tá cheio de cara querendo ser ayatollah por causa dessa É, né? informação. Porque paga tudo. Aí, Sim. o Matheus vai ser ayatollah. Não. Eu não sabia disso, quer dizer, o governo iraniano, pelo que eu tô entendendo, assim, pelo que Isso. eu estudo, né, da coisa toda, existe um governo muito autoritário, porque é quase assim, para o mundo acontecer e o mundo dar certo, o regime... Je donne. Pour que le monde fonctionne, le régime des ayatollahs doit s'imposer à tout le monde, ce qui mène finalement d'une certaine façon à la Grande Guerre, non? C'est ça, mec, c'est l'un ou l'autre, donc l'Occident et l'Orient finissent par s'opposer. Et tu penses qu'il y a une volonté du gouvernement d'étendre cela, genre, je veux que vous diffusiez de plus en plus la parole de l'ayatollah. Oui, en fait, ils font cet investissement. Ils font ça, en réalité, cette guerre. Pourquoi est-ce qu'elle a lieu? Parce qu'ils veulent montrer la puissance de l'islamisme chiite, même au Moyen-Orient, et aussi montrer au monde que nous sommes, que nous avons ce pouvoir. Donc, c'est pour ça, parce que l'Iran est un pays riche, alors ils ont assez d'argent. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que c'est dangereux et ils apportent beaucoup de soutien. Ils financent de nombreux groupes terroristes. Je dis toujours sur mes réseaux sociaux qu'il y a des groupes terroristes comme Rachid Rashtoshabi, comme Zayn Abbas. Exactement, le Hezbollah qui sont aussi chiites. C'est ça. Aïe, Je pense que le Hezbollah est plutôt au Liban là-bas. n'est-ce pas? Oui, mais qui les soutient? L'Iran. Je comprends. L'Iran, Il soutient ces groupes, c'est pour ça qu'il y a ces problèmes là-bas, des guerres. On dirait que l'Iran est encore impliqué dans cette attaque, tu sais, pour le gouvernement iranien. C'est bien ça, quand ils attaquent le Liban, le Hezbollah, parce qu'ils envoient aussi beaucoup de militaires. Beaucoup là-bas au Liban.
Parce que quand il y a eu une guerre ou une attaque, beaucoup d'Iraniens en Iran perdent leur père, tu sais? Sim. Parce que nous savons que beaucoup d'Iraniens sont là-bas. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent pour le régime, non? Mais en parler, c'est un sujet délicat, je crois, surtout pour vous en tant que femme, parce que là-bas, il y a toute la question du régime, etc. Comment ça se passe? Vous n'avez pas peur d'en parler ici, où vous vous sentez bien accueillie et sereine, et cela n'a pas de conséquences négatives pour vous? Non, en fait, nous, en tant que femmes iraniennes, j'ai même honte de ne pas avoir fait beaucoup de choses au Brésil, parce que le Brésil n'offre pas encore beaucoup d'occasions d'entendre parler de ces choses-là, tu sais? Quand je vois mes amies aux États-Unis, dans d'autres pays, elles continuent toujours à faire ce genre de choses. Parce que chaque jour, nous perdons des jeunes. Ce régime maintenant impliqué dans ces guerres exécute quotidiennement nos jeunes Iraniens pour des raisons qui ne valent rien comparées à la vie. Oui, bien sûr, ces raisons, rien du tout. Parce que ce jeune a Internet, parce qu'Internet n'est pas limité, lui. C'est lui il a Internet. Internet. Oh là là, ces choses-là, nous, on n'en parle pas. Nous, pas encore, nous ne faisons rien. Donc, voilà. Je t'ai demandé car si des ayatollahs viennent ici pour créer une faculté d'ayatollah, tu connais des gens du régime là-bas qui pourraient venir te dire « Je vais te faire taire, tu dis des choses au Brésil que tu ne devrais pas ». C'est important que nous parlions de ça au Brésil parce que le Brésil n'entend jamais ces histoires vraies sur la République islamique d'Iran, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça, quand dans tous les médias au Brésil, les journaux mettent des gros titres, Iran, comme ça, Iran, cela vient directement du gouvernement islamique. Le gouvernement islamique envoie ces informations. Quand vous lisez le journal, vous vous dites « C'est comme moi au Brésil quand je vais dans une churrascaria et que je pense « Le churrasco n'est pas comme ça ». Exactement. Ah, c'est fou, bien sûr. Ils sont toujours manipulés, beaucoup. Tu penses qu'une partie de la presse est manipulée en faveur de l'Iran, par exemple? Bien sûr, par exemple. D'accord. C'était fantastique. Presque 2 semaines quand la journaliste était là. Como é o nome dele? Caco, c'est son nom? Caco Barcelos? Oui, il y est allé. Je n'ai pas vu le reportage. Je n'ai pas vu Caco, je n'ai pas vu le reportage. Et ils ont dit qu'il a été un vrai guerrier, tu sais, qu'il est allé là-bas en pleine guerre. Mais c'est ça, les gens, le monde ne sait pas qu'un journaliste entre là-bas avec une caméra et tout ça. Il faut que le régime islamique l'autorise pour qu'il puisse rester là à filmer des choses. Il va seulement montrer ce que le régime va lui dire d'écrire. Il va montrer ce que le gouvernement islamique voulait montrer au monde. Mais cette journaliste, cette équipe qui fait ça pour ce gouvernement, tu vois, C'est vraiment, ils sont très favorables au régime. c'est vraiment mauvais parce que dans d'autres pays, au moins, ils savent. Les États-Unis surtout, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il y a une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Maintenant, enfin pas maintenant, ça fait déjà un bon moment, mais maintenant il y a des preuves. Maintenant je vous disais, récemment aux États-Unis, j'ai constaté l'immensité de la communauté iranienne. Et une communauté même un peu pro-Trump sur cette question de la guerre. Ce serait comme au Venezuela, explique-moi, car beaucoup de Vénézuéliens soutiennent le départ de Maduro comme en janvier. Est-ce que, d'une certaine manière, vous soutenez cette initiative américaine qui se déroule en Iran? Ou pensez-vous que ce n'est pas la bonne méthode? J'aimerais entendre un peu votre avis. En fait, Trump pensait aussi que cette voie était bonne. Trump est allé encore plus loin, il a tué le super leader suprême des dirigeants, Sabr Modo Iran. C'est ce que nous avons avec Khamenei. C'est merveilleux, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Seuls les plus grands peuvent le faire, vous voyez. J'ai fait la comparaison avec Maduro parce que les Vénézuéliens ont célébré l'arrestation de Maduro. Certains, n'est-ce pas? Oui, nous les Iraniens aussi. Nous aussi, nous sommes très heureux. Très heureux. Parce que nous? Sommes... Oui, non, ils ont tué plusieurs commandants. Ils ont tué beaucoup. Les Iraniens étaient très heureux. Pardon de t'avoir interrompu. Avais-tu fini? Mais cela ne convient pas à ce gouvernement avec le pouvoir qu'il a.
Celui-là, non, ça ne convient pas, tu sais. On dirait qu'il a fait beaucoup de choses pour ce régime, si ce régime tombe. S'ils veulent, parce que, Abattre le leader ne sert à rien, le régime demeure. et même avec plus de violence. Il va y avoir une réaction, et une réaction soutenue par beaucoup d'autres pays qui veulent détruire les États-Unis ou qui ont d'autres intérêts. Comment était votre vie? Je voulais comprendre, parce que vous êtes deux femmes, vous êtes jeunes, vous n'avez pas vécu l'Iran d'avant le régime, vous n'avez pas plus de 45 ans, vous avez déjà grandi avec cette oppression. Je voulais savoir comment est le quotidien, parce que ce qui nous parvient, nous qui avons une vision très lointaine, c'est que l'Iran est toujours en guerre, il y a toujours de la souffrance, c'est un pays qui souffre de la souffrance. C'est ce qu'on pense, ce qu'on observe, c'est toujours ça. Comment est le quotidien des femmes et des hommes en Iran? Comment était votre vie là-bas? Parce qu'en fait, l'histoire a complètement divisé ces époques, n'est-ce pas? Avant la Révolution et après la Révolution. Parce que, par exemple, ma mère vivait totalement librement, c'est ça. Et nous, ses enfants, non. Donc, dès l'âge de 7 ans, nous étions obligés, je devais porter le hijab pour étudier, pour travailler, pour tout, même juste pour sortir de la maison. Pour sortir de la maison, tu dois mettre le hijab. Alors, qu'est-ce que le hijab? Explique. Parce que le hijab est un foulard avec lequel tu dois couvrir tes cheveux et il ne doit apparaître aucune partie de ta peau, de ton corps. Juste pour t'interrompre, c'est presque comme au Brésil tout à coup. Toutes les femmes, parce que pour ta mère, c'est très étrange, parce que ta mère a toujours été libre et soudain, elle élève deux filles en disant « Ma fille, tu vas devoir mettre le foulard ». Tu dois le mettre, mais ce n'est pas pour me couvrir. Mais ce n'est pas sa religion, et même comme ça, elle doit mettre le foulard, c'est obligatoire, sinon il se passe quoi? Tu ne peux pas aller étudier, tu ne peux pas entrer à l'école. C'est la loi, Tu sais, c'est la loi. qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Dans votre travail, on dit que vous devez porter une cravate. Une cravate, oui. Cravate. Cravate. Si tu ne la portes pas, qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais travailler, n'est-ce pas? Il est obligatoire de travailler avec un béret, voilà, c'est ce qu'on porte, mais je n'en ai pas envie. Tu dois la mettre tout le temps. Tu dois la mettre. C'est basé, juste pour expliquer le contexte, c'est basé sur le fait que la religion a pris le pouvoir en Iran. Avant, c'était quoi? Comment c'était avant les chiites? Comment c'était là-bas en Iran? L'Iran était presque démocratique avec des présidents. Après, En fait, il y a 1400 ans, c'est-à-dire lorsque les musulmans arabes ont attaqué notre terre et les Iraniens zoroastriens, nous avions une autre religion. Le prophète Zoroastre existait alors et quand ils ont attaqué, envahi notre terre, l'Empire perse. Et l'invasion arabe a eu lieu dans de nombreux endroits. Ils sont même allés jusqu'en Espagne. Oui, même jusqu'en Afrique aussi, oui. À cette époque, ils ont tué de nombreux hommes iraniens et se sont mariés avec des femmes. Et aussi dans la religion, l'islam, quand tu te maries avec une femme ou un homme, cette personne doit obligatoirement se convertir à l'islam, sinon tu ne peux pas te marier. Donc, obligatoirement, beaucoup de femmes et d'hommes se sont convertis. musulmans, c'était une invasion, c'était une invasion culturelle. Culturelles. D'une invasion arabe qui a eu lieu à un moment donné. Oui, Non, je dis culturelle dans le sens où ta religion doit maintenant devenir la mienne et tu vas devoir accepter ma religion parce que je me suis marié avec toi et cela a façonné le pays. Ça a tout changé, mais avant la révolution islamique, en 1979, l'Iran comptait de nombreux musulmans, chiites, sunnites, chrétiens, bahaïs, protestants, juif. juifs. Donc, il y avait plusieurs religions, une grande variété, mais rien à voir avec l'islamisme. Les lois, les règles, ça ne fonctionnait pas selon l'islam. Il y avait une démocratie, bien sûr. Il y avait quelques problèmes, comme partout, mais les lois, les règles suivaient la démocratie. Mais après la révolution islamique, les lois, les règles fonctionnent selon le Coran, qui est le livre sacré de l'islam. est-ce une personne qui a pris le pouvoir et lancé cela? Mais comment ça s'est passé, cet ayatollah Khomeini? Comment l'ayatollah Khomeini est-il arrivé là-bas? Oui, il était en France, il était à Félix Château et il envoyait aussi ses messages aux gens.
Ils ont commencé à manifester tout ça. Ceux qui soutenaient ces ayatollahs, c'était la France, c'était l'Angleterre. En fait, ce sont ces pays qui ont mis en place ce système d'ayatollahs, la religion, tout ça. Ils ont beaucoup aidé. Pourquoi tu penses ça? Pour du pétrole? Bien sûr, parce qu'ils voulaient garder ce pays sous leur contrôle. Vous avez du ressentiment envers ces pays? Comment est l'Iranien moyen? Vous regardez la France et vous dites « Je n'aime pas les Français à cause de ça ». Non pas les Français, mais on peut parler de leur politique. Ce n'est pas contre le peuple. Parce que le peuple d'Iran est toujours beaucoup plus amical, comme au Brésil, ce sont vraiment des gens bien. Mais en ce qui concerne le gouvernement, la politique, la France et l'Angleterre, ils ont fait la pire chose pour notre pays. Ils ont soutenu ces ayatollahs, ils les ont laissés garder le pouvoir aussi longtemps. Et à cette époque, les États-Unis ont aussi soutenu. Parce que personne n'a soutenu le monarque, personne n'a soutenu le roi d'Iran, parce qu'ils savaient que le roi d'Iran disait beaucoup de choses qu'il n'aimait pas. En fait, on peut dire qu'il n'a jamais vraiment été pour l'occidentalisation. Il ne l'a jamais été. On aurait dit qu'il l'était, mais il a toujours parlé de la culture perse. Il a toujours... Réappropriation. Il était très nationaliste, mais la peur de ces pays qu'ils avaient du roi d'Iran... Et ils l'ont renversé et ont mis ces ayatollahs au pouvoir. Et les ayatollahs travaillaient tous pour les États-Unis, pour l'Angleterre, comme ça. Et alors je vais Poser une question. Chose dont je vais parler à propos de ce sujet. En fait, les pays occidentaux aimeraient toujours que le Moyen-Orient continue d'avoir ces problèmes liés à la religion. Alors que, par exemple, maintenant, l'Iran, les jeunes Iraniens, leur mentalité est très moderne. Bien sûr, parce qu'ils étudient, ils font des recherches, ils ont Internet. Quand tu étudies, tu as la sagesse qui vient avec la connaissance. Ce qui se passe maintenant sur la Lune, ce qui se passe dans le monde, maintenant, ça suffit. Ils sont très, mais Cela ne veut pas dire qu'ils sont occidentaux. Réflexion. Ouais, ils sont très mauvais, c'est ce que disent les gens de l'anti-impérialisme. Quand les gens du Moyen-Orient voulaient vivre librement, normalement par exemple, ils voulaient aussi se faire tatouer, ils voulaient aussi danser, île Nord, liberté normale. Par exemple, ils voulaient aussi se faire tatouer, ils voulaient aussi danser, ils voulaient aussi du jazz comme au Brésil, tu vois. Mais quand notamment pour les jeunes, n'est-ce pas? Vous y avez grandi avec de l'envie. Tu es chanteuse, alors imagine la quantité d'expressions que tu as réprimées parce que tu voulais chanter. Et tu ne peux pas chanter tout ce que tu veux chanter parce qu'il y a des chansons que tu n'as pas le droit de chanter et tout ça. Donc, pour les jeunes, c'est le pire système qui existe. Parce que le jeune est dans cette phase d'expansion, n'est-ce pas? De découverte. Quand tu es vieux, tu es déjà... Bon, d'accord. Tu te résignes déjà, malheureusement. Mais pour les jeunes, je pense que c'est un pays très dangereux. Vous avez grandi jeune là-bas en Iran. Et alors, j'aimerais comprendre. Tu as parlé d'Internet. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis le début, n'est-ce pas, l'arrivée des ayatollahs jusqu'à aujourd'hui? Y a-t-il eu des changements dans la loi? Du genre non, est-ce que ça s'est amélioré ou c'est resté pareil? On dirait que vous êtes encore en 1970. 70. Comment ça fonctionne là-bas? non, ça a beaucoup changé parce qu'avant, presque, d'abord quand la révolution a eu lieu déjà, l'année suivante, il y a déjà eu la guerre. Je suis née en pleine guerre entre l'Iran et l'Irak. 8 ans, l'Iran est resté en guerre. Donc, un pays en guerre, tout s'est paralysé. Et C'est déjà en retard. On a déjà 8 ans de retard. Voilà. en fait, cette période a été très bénéfique pour ces ayatollahs parce qu'ils ont réussi à s'imposer, tu sais. Parce que dès le premier jour, le peuple iranien a compris ce qui s'était passé. Et les femmes iraniennes ont déjà commencé à manifester, elles sont descendues dans les rues parce qu'elles voyaient que, mon Dieu, les lois, les règles, tout était contre les droits des femmes. Alors ils ont dit, nous ne nous attendions pas à cela et nous n'avons pas fait la révolution pour en arriver à ce moment où nous revenons presque 1400 ans en arrière. Ah, Ça a empiré, t'as ressenti ça? au début, les premières années, oui, au début. Oui, parce que c'est venu de nulle part, non? C'était un changement? C'est survenu soudainement. Beaucoup sont mortes. Les ayatollahs avaient déjà commencé à en tuer plusieurs. À cette époque, ils avaient déjà tué beaucoup de personnes de gauche, des gens de, tu sais,
Maintenant, la gauche dans le monde soutient ces ayatollahs. Mais ces ayatollahs ont exécuté beaucoup de gens. Mais ils ont rencontré beaucoup, je vais en parler. Il y a tellement d'hypocrisie dans ces endroits, tu vois, qu'on voit ici du genre, la gauche soutient les ayatollahs parce qu'ils sont contre les États-Unis. D'accord. C'est une façon de penser très mesquine qu'ils ont. C'est très superficiel, vraiment très superficiel, parce que maintenant aussi, Beaucoup. Et des gays en faveur de l'Iran, n'est-ce pas? Exactement. À la guerre, c'est ça. Vas-y, tu vas finir dans la file d'exécution de toute façon. Gay, lesbienne, il y en a qui sont en faveur de l'ayatollah. non, ça n'existe pas. J'ai vu une femme qui disait qu'il y a des féministes là-bas. Il n'y a pas de féministes là-bas. Comment une féministe peut-elle survivre dans cette situation? Oui, toutes les personnes activistes, avocates, médecins, journalistes sont en prison. Oui, vous ne... Vous pouvez pas aller contre quoi que ce soit. chose du régime, mais j'ai trouvé étrange que tu m'aies parlé d'un changement, n'est-ce pas? Ce changement était-il démocratique? Pourquoi ont-ils changé? Pourquoi se sont-ils, disons, améliorés, si on peut le dire ainsi? Le régime islamique ne s'est jamais amélioré. En fait, il s'est empiré parce que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ne savaient pas tout le potentiel que l'Iran avait à utiliser pour devenir un pays islamiste chiite. Donc, même le nom du pays, République islamique d'Iran, n'est-ce pas? Alors, ils ont déjà commencé à créer cette, on peut dire, cette peur, cette chose qui est, vous savez, la première chose qu'ils ont commencé à dire, c'est que nous avons un ennemi. Je pense que c'est la meilleure chose que Khomeini, l'ayatollah Khomeini, ait faite, c'est de dire que nous avons des ennemis comme les États-Unis et comme Israël. Donc, il a donné une raison au peuple d'Iran et à la gauche, aux personnes qui ont aussi soutenu que nous allons éliminer Israël et les États-Unis et que nous allons soutenir les Palestiniens. Ce sont les paroles de Khomeini, n'est-ce pas? Donc, ce mouvement a déjà commencé, le monde en parle. Il y a même des gens ici au Brésil qui disent « Oh, notre ayatollah Khomeini est un idole ». C'est honteux, n'est-ce pas, que des gens pensent cela. C'est ce que je pense, c'est mon avis. Tu vois, on a un problème. Quand on se crée un ennemi commun, on achète tout le paquet Exactement. de la haine que tu ressens si tu n'arrives pas à avoir ton propre discernement pour dire « je suis d'accord avec ça, mais pas avec ça ». Alors tu prends le paquet complet, tu vois. La gauche est pour ça, je suis de gauche, donc je suis pour ça. Ou la droite est pour ça, je suis de droite, donc je suis pour ça. D'après ce que je comprends, c'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est diviser la population. Diviser le monde, en fait. Mais c'est tout ça. Parce que, et ensuite, ils ont eu tout le soutien, ils ont commencé, ils avaient le soutien des Européens, de France, d'Angleterre. Mais dans votre cas, y a-t-il eu un soutien populaire? Ensuite, après la guerre, parce que pendant la guerre, nous, beaucoup d'Iraniens ont perdu leur vie, ils ont eu beaucoup de problèmes de santé, donc le peuple était déjà pris dans la guerre. Nous avons perdu beaucoup de vies. Mais nous, quand Internet est arrivé, par exemple, la nouvelle génération, tout ça, ils ont déjà eu une autre vision du monde. Exactement. D'abord parce que quand tu es... Pendant le printemps arabe, il s'est passé beaucoup de choses sur Twitter, non seulement pour vous, mais pour tous au Moyen-Orient. Beaucoup de gens ont vécu cela. Ça a commencé ainsi, pour réaliser que le monde n'est pas comme on nous le montre, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas ouvrir Internet? Non, il y a des limites là-bas avec de la censure. On ne peut pas ouvrir tous les liens ou sites. Alors, non, il y a des limites là-bas, il y a de la censure. Tu ne peux pas ouvrir n'importe quel lien, tu ne peux pas ouvrir n'importe quel site. Par exemple, YouTube, la chaîne YouTube. Ça n'y arrive pas du tout. Non, tu dois utiliser un VPN, un mot de passe. Tu veux acheter un VPN, c'est ça. Les jeunes trouvent toujours une solution. Toujours, on utilisait quelques mots de passe. Tu dois utiliser un VPN. Même avec Internet, les informations existent, car c'est un mal nécessaire. Les gens les voient en ligne, mais pas forcément comme elles devraient l'être. Oui, ça passe toujours par l'État, par lui. Le peuple iranien semble très aliéné, selon ce que vous me dites. Ils n'ont pas vraiment conscience quand on leur demande quelque chose. Non, excusez-moi pour ce En grandissant, je pense que beaucoup de choses ont évolué sans le vouloir du côté du gouvernement. Le gouvernement ne voulait pas, mais là, c'était le contraire. Tout ce qu'ils font est interdit en Iran pour les jeunes, pour les enfants, pour tout, pour le peuple. Ça a beaucoup grandi, mais en cachette. Tout est clandestin, tout restait caché.
Les gens font beaucoup de choses que le gouvernement ne veut pas. Ils sont obligés de faire ces choses. Mais la sagesse des jeunes Iraniens a aussi beaucoup grandi. Je pense que ça a beaucoup évolué. Et les personnes qui, par exemple, aiment leur régime, ou même les pays où le peuple et le gouvernement sont unis, il n'y en a pas beaucoup, non? C'est un problème, mais en Iran, ça a pris un autre chemin, un chemin différent. Donc ma question est, excuse-moi, parce que tu as dit, c'est comme ça que vous étiez là-bas en Iran. C'est-à-dire, toute la presse là-bas n'est pas une presse réelle, parce qu'elle parle des avantages, n'est-ce pas, de l'État lui-même. En quittant l'Iran, vous lisez le journal ici et dites, ce n'est pas vrai non plus. Selon vous, qu'est-ce que l'Iran que les gens ne savent pas? Parce que, d'une certaine manière, vous lisez le journal au Brésil et vous dites, mec, ça n'arrive pas. Et là-bas, vous lisiez le journal et vous disiez aussi que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que l'Iran pour vous? L'Iran, c'est le peuple d'Iran. Qu'est-ce qui se passe en Iran? Parce que maintenant, par exemple, le peuple d'Iran, les gens normaux, comme on peut dire, 85 millions d'Iraniens sont otages entre les mains du régime islamique. Alors, qu'est-ce qui passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est montré au monde? Le régime islamique met en scène ce qu'il veut. Par exemple, il fait sortir beaucoup de gens dans la rue et filme avec le drapeau du régime islamique. Ils viennent d'autres pays, par exemple le Hezbollah, le 8 octobre, plusieurs groupes. Ils corrompent les terroristes. Ils ont invité beaucoup de personnes d'Irak, C'est vrai, comment ont-ils payé? d'Afghanistan, exactement. Ils ont créé une fake news comme ça, oui. Ils vont mettre des gens comme s'ils étaient des Iraniens qui se battent pour l'Iran, exactement. Ce ne sont pas de vrais combattants. Ce sont des acteurs, je ne sais pas, ce sont En fait leurs employés qui sont payés. C'est pour ça, oui, on le sait très bien. Il y a des gens qui y vont 300, on peut dire 300 raies pour chaque personne. Ils paient 300 raies. Tu viens, ils donnent aussi à manger ici. ici aussi, il y a ça. Alors oui, c'est ça. Le régime montre au monde parce que ça a toujours été comme ça depuis 47 ans. En fait, la façon de rester au pouvoir, ça a toujours été comme ça. Ils nous obligeaient comme ça, c'était obligatoire. Ils nous emmenaient quand on était enfant à l'école. Ils disaient que si tu ne participais pas à une manifestation du gouvernement pour soutenir le gouvernement, en faveur du gouvernement, tu n'as plus le droit d'étudier. Alors on sait ce qu'ils nous font. Et tu ne peux pas aller passer l'examen, tu ne peux pas participer à l'épreuve de... Ceux de l'école où tu ne peux plus travailler sans participer. J'ai compris. Tu participes? Pas. C'est vrai, tu prives le citoyen, tu vois, genre, tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'auras rien. Ça aussi, tout ça. Mais non, tu peux perdre la vie parce qu'ils procèdent à l'exécution. Ils voulaient aussi contrôler ça, ce n'est pas juste une chose pour te faire marcher, non. Ils parlent, ils demandent aux gens de répéter certains mots qu'ils veulent, comme mort aux États-Unis, mort. Israël, non, vous saviez ce que c'était là-bas? Ou l'avez-vous découvert en sortant de là-bas avec plus d'accès à l'information? Parce que là-bas, vous n'aviez pas la possibilité. Non, moi, dans la file d'attente à l'école, je parlais aussi comme ça. Mais c'était quand on était enfant, puis quand on a grandi. Quand j'avais 9 ans, 10 ans. Tu devais dire des choses que tu ne voulais pas sans même savoir ce que c'était. c'est ça, non. Mais pour un enfant, ça n'a pas d'importance, on crie juste. C'est bon, il nous disait quoi faire. Mais je vois que vous êtes jeune, vous avez quitté l'Iran il y a 13 ans, imaginez, quand vous êtes parti, c'était du genre, je n'aime pas trop ce pays, je veux partir, je veux aller mieux. Non. Non. Tu n'aimes pas vraiment ainsi. Pendant la vie qu'on vit, non, c'est bon. Vous étiez malheureux quand vous prenez l'avion et arrivez dans un autre pays, ici au Brésil. Il y a eu une rupture où tu regardes et tu te dis, mec, ce que je pensais, quelles sont les choses que tu as remarquées que tu faisais ou vivais et qui n'avaient aucun sens et que maintenant, au Brésil, tu as compris? Quand tu étais là-bas, tu faisais les choses. Tu étais en colère. Il y a sûrement quelque chose qui t'a fait venir ici et te dire, mince mec, c'est vraiment très mauvais. Y a-t-il quelque chose que vous avez vu et qui vous a vraiment choqué? Oui. Comment était la vie? C'est presque comme si tu sortais d'une caverne, tu comprends? Je sens que je suis vivante. Parce que là-bas, quand tu n'as pas le moindre choix dans ta vie, tu es morte. Tu n'as pas la liberté de choisir. Non. Tu le savais, là-bas? On le savait, mais laisse-moi te dire une chose. Parce que quand tu vis dans un environnement, parce qu'un environnement, ça te change.
En arrivant à New York, je savais que c'était dangereux et que je risquais ma vie. Ma mère savait que j'allais à la manifestation. Peut-être que je ne reviendrai pas. Nous, chaque jour, on a cette peur de mourir. En fait, nous ne sommes pas, je n'aime pas ce pays. Non, oui, 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 on peut perdre la vie. On parle de vie. Mais quand tu changes de pays, quand tu as déjà décidé que tu es déjà parti, parce que c'est une décision très importante, parce que tu vas tout recommencer à zéro, comme un enfant dans un autre pays, de toutes les difficultés que tu vas rencontrer. Donc, en fait, je peux parler de moi-même. J'ai maintenant un autre caractère. Aujourd'hui, je me dis, waouh, comment j'aurais pu vivre là-bas? Comment je vivais là-bas? Qui étais-tu avant et qui es-tu aujourd'hui? Waouh, oui, je suis une autre personne. Je connais toutes les bases parce que je sais que si je n'avais pas vécu ces 29 années là-bas en Iran, je ne pourrais pas être à mon maximum maintenant. Mais quand je suis arrivée ici au Brésil, j'ai même commencé à parler de ces choses-là et ma vie a déjà complètement changé. Tu sais, moi, en tant que femme en plus, je me sens davantage femme parce que je n'avais pas ce sentiment d'être une femme, que je suis une femme, que je peux faire plein de choses, que j'ai ce pouvoir. Tu sais, en plus, c'est mon travail avec les femmes. Je suis maquilleuse. Alors, tu vois, je vois des femmes brésiliennes, leur vie, leur combat, leur force de guerrière. Oui, pour moi, c'est une autre vie. J'ai commencé à regarder comme si c'était un autre monde, tu sais. Et quelles sont les petites actions que tu fais au Brésil? Que tu te dis, mec, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça en Iran. Moi, en Iran, je portais ce que je voulais, tu vois. Et toi, tu ferais comment? Je m'imaginais faire ça, tu vois. Toi, tu serais avec le hijab, non? Mais voilà. Avec le hijab, oui, mais tu pourrais avoir tes cheveux comme ils sont. Parce que tes cheveux, parfois, tu as une coiffure moderne. Tu peux avoir une coiffure moderne là-bas ou pas? Tu pourrais garder tes cheveux comme ils sont. Je vois que tu as une coiffure moderne. Tu peux avoir une coiffure moderne là-bas ou tu ne peux pas. Et les boucles d'oreilles, comment ça marche? Au fond, ça ne compte pas vraiment quel type de cheveux tu as. Tu peux te teindre les cheveux. Tu peux teindre, raser et colorer, mais ça, il faut le dire, vraiment, le peuple d'Iran est beaucoup plus en avance que le gouvernement. Oui, Parce qu'en fait, même la révolution et la rébellion sont plus fortes que dans des pays qui ne sont pas permissifs. Là-bas, les jeunes se rasent probablement souvent les cheveux, les femmes se rasent, elles se rasent les cheveux, mais ils peuvent mettre des piercings. par exemple. Oui, oui. Mais si jamais ils t'emmènent au commissariat, genre, si on t'attrape, tu vois, ils n'aiment pas ton look et ils t'emmènent, ils vont te détruire, toi. Peut-on être arrêté pour un piercing? Ça peut arriver aussi. Les tatouages aussi. Oui. Ils disent, si tu as des tatouages, si tu as des piercings, tu n'as pas besoin de les montrer. Si tu as un travail dans une banque ou quelque part pour le gouvernement, tu dois les enlever. Les universités aussi. Tu dois les enlever, tu vois? Le tatouage, par exemple, tu ne peux pas. Tu dois les couvrir, en couvrir quelques-uns, n'est-ce pas? Je comprends. Je comprends, mais c'est mal vu, le salon de tatouage. Les gens aiment ça, les gens le font, les gens soutiennent. Je peux me faire tatouer en Iran si je veux, c'est possible. Des salons de tatouage, des salons underground. Mes frères, tout le monde en a, oui. Mon frère a été, tu sais aussi, il cachait, parce que lui, il avait 2 ans, les hommes qui vont à l'armée. L'armée, c'est ça. Oui, oui, oui. Chaque jour, il devait mettre des vêtements pour ne pas se faire remarquer. Je comprends. Donc, il ne pouvait pas paraître. Et comme chanteuse, parce que c'est une expression, ou en tant que chanteuse, vous ne pouviez pas être chanteuse en Iran? Qu'est-ce que le régime entravait dans votre travail? En fait, après la révolution islamique qui a eu lieu il y a 47 ans, ils ont retiré ce droit, tu sais, ce droit des femmes. Parce qu'avant la révolution islamique, nous avions aussi de nombreuses femmes chanteuses. Comme toi, tu avais des idoles? Oui, oui, beaucoup. Après la révolution islamique, elles ont fui l'Iran pour les États-Unis pour pouvoir vivre. Toutes, la plupart. Toutes musiciennes, chanteuses. Chanteuses. Beaucoup d'artistes, d'actrices, d'acteurs qui font des films, tu sais, y compris Max Amini. Voir. D'ailleurs, moi, je vais même faire une pause ici. J'ai un ami à moi, américain, enfin pas américain, en fait iranien, qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Max Amini. Les amateurs de comédie devraient découvrir Max Amini, l'un des plus grands comédiens du monde.
il est iranien. Et là-bas, la comédie iranienne est énorme aux États-Unis. Il y a beaucoup de très bons humoristes. Et j'ai compris pourquoi, n'est-ce pas? Parce que quand on réprime l'expression, quand on censure, on finit par voir émerger des artistes potentiels. Exactement. Alors- Je pense que c'est pourquoi il y a beaucoup d'excellents artistes iraniens. Peu de gens le savent, seulement à Paris. Oui, c'est possible. C'est pour ça que la majorité des artistes ont quitté l'Iran après la Révolution. Après, l'ayatollah Khomeini a dit que la musique était totalement interdite. Il a utilisé un mot arabe. Parfois, ils ne le disent pas. Ils n'aiment pas utiliser le persan, n'est-ce pas? Ils ont utilisé aram. Aram est un mot arabe. Que zishinoar guran harame. Oui, la musique, c'est la musique. Ils disent que la musique est haram. La musique est totalement interdite lorsque C'est dans le Coran, haram. Oui, la musique, c'est la musique. Ils disent que la musique est haram. La musique est interdite totalement. Alors, qu'est-ce que cela signifie, le pouvoir? S'ils voient qu'une personne porte un instrument. un instrument dans la rue, déjà, comme si c'était un voleur, ils vont l'arrêter. Il restait au commissariat. Oh là là, on dirait qu'ils l'ont arrêté. C'était donc un problème là-bas en Iran. Quand tu arrivais, les gens voyaient déjà la bandite est arrivée. Oui, celle-ci. Oui, c'est encore sa voix, n'est-ce pas? Parce que c'est la voix d'une femme. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Après ce qui s'est passé, les gens parlaient à Khomeini, Khomeini. Maintenant que cela s'est passé, les gens disaient à Khomeini, Khomeini, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, l'hymne de Hymne de l'État, hymne de l'Iran, hymne de l'État. Peut-on faire l'hymne de l'État? Le fera-t-on pour le pays? Tu sais? Sinon, tu es un artiste. Tu ne peux pas chanter. Si tu ne peux pas quand tous les instruments te sont interdits, il dit, alors seulement des instruments traditionnels. Ce n'est pas occidental. Non, pas de guitare. Comment ça s'appelle? La guitare ou... Tu peux seulement taper sur des pierres. Tu restes juste à taper sur des pierres. Non. Non, Il n'y en a pas? il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique traditionnelle que nous avons définie. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de saint. Nous avons des tombaks. Oui, les gens, on a même souvent ce genre de polémique au Brésil. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a un groupe qui est contre les artistes, parce qu'ils pensent que les artistes sont des fainéants. Tu comprends le terme fainéant? Oui, on m'a déjà traité de fainéant. Tous les artistes sont des fainéants. C'est pareil là-bas aussi. Je mérite ce traitement, je suis fainéante. Mais je suis une fainéante. Mais oui, Non, mais la différence, c'est que il est curieux que ceux qui insultent les artistes aient un jour besoin d'eux. On regarde une vidéo, on aime un motif de t-shirt, etc. Je ne dis pas... Beaucoup pensent qu'un artiste, c'est juste quelqu'un qui joue dans des feuilletons, mais non, l'artiste est partout. Il fait partie de la vie quotidienne. Il est dans la couleur de la chemise que tu portes, et tout ça. Le monde devient plus coloré avec l'art, et tout ça. Tu te sentais comme une révolutionnaire parce que tu étais chanteuse, juste le fait d'être chanteuse. oui, je parle parce qu'il le faut. Vous savez exactement ce qui se passe en Iran. Ce genre de changement avait besoin de ça, mais les Iraniens l'ont beaucoup utilisé, de ces petites brèches de liberté qui arrivent jusqu'au peuple. Vous avez de l'expérience. Que pensez-vous qu'il va se passer là-bas maintenant que vous êtes parti et qu'il y a une guerre? Je doute même que ce soit une vraie guerre. Je commence à douter de tout. Si c'est juste pour le pétrole et qu'au final, personne n'aide personne. Vous avez une idée de ce qui se passe là-bas? Oui, puisque vos proches sont encore là-bas. Ils envoient des emails, je ne sais pas. Oui, Ouais, comment ça va? On reçoit toutes les nouvelles, tu sais. mais quelle est l'ambiance Espoir. Maintenant, c'est très très fermé. Les gens ont peur. les gens, d'envoyer des emails? Tout, un climat de peur. Même moi, j'y suis. Et maintenant, il y a beaucoup d'exécutions. Elle a dit, même si une personne fait un tweet, elle poste sur Twitter. Elle poste? Et ça mène à l'exécution. L'exécution. Si quelqu'un dit quelques mots contre le régime, c'est directement l'exécution. Le gars va le rencontrer? Et ils vont l'attraper. Ils le trouvent. Ils viendront frapper à ta porte et prendront tout ce que tu as. Ils prendront tout jusqu'à te retirer tout ce que la vie t'a déjà donné. Ils prennent tout. Et ils prennent. Vous avez déjà perdu des amis? Vous avez déjà vécu cette situation? Oui. Oui, bien sûr. Beaucoup d'Iraniens, ce massacre qui a eu lieu là-bas, Tu dis les 8 et 9 janvier qu'il y a eu un massacre à l'intérieur de l'Iran qui s'est produit avant la guerre. c'était avant cette guerre.
C'est le guide suprême de l'Iran qui a donné l'ordre de tuer tout le monde. Parce que c'est le peuple ici, les gens parlent d'économie, les gens manifestent, mais ce n'est pas seulement pour l'économie. Pour toutes ces raisons dont Mahmoud parlait, sur le fait que la femme ne peut pas chanter, la femme ne peut pas danser, toutes ces lois, toutes ces règles de répression que le régime nous impose depuis 47 ans. Et le peuple manifeste toujours. Mais cette fois-ci, les 8 et 9 janvier, des milliers de personnes, à Téhéran par exemple, presque 5 millions de personnes sont descendues dans la rue. Et il y avait des vidéos qui montraient la foule, c'était comme une rivière, tu sais, une rivière de gens dans les rues. Des manifestants en train de manifester. Qui manifestaient. On entendait Murchi Khamenei, Murchi, dictature, Murchi. Abba Khamenei. Le gouvernement est ensuite intervenu et a réagi. D'abord, il n'a pas bloqué Internet. D'abord, il a bloqué et ensuite plus de 50 000 personnes sont mortes. Oui, tout ça en 2 jours. 50 000 en 2 jours, en 2 jours. Et des exécutions à cause des manifestations. Et des exécutions, c'est ce qu'ils font maintenant. Aujourd'hui, par exemple, ils ont exécuté 3 hommes. Ce matin, on s'est réveillé avec cette nouvelle. Parce qu'ils n'arrivent pas à tous les tuer. Ils l'ont emmené en prison. N'est-ce pas? Depuis ce jour-là, 50 000 personnes sont mortes, ou bien elles sont mortes dès le premier jour? Non, en 2 jours, 50 000 personnes sont mortes. Oui, hier j'ai mis jeûneux. Je ne savais pas que ce chiffre était aussi élevé. J'ai vu qu'il y en avait, vraiment. Les réseaux sociaux ne montrent pas cela, ils soutiennent seulement le régime. Personne ne parle de la souffrance du peuple. Les gens, en fait, ne font que répéter ce que dit le régime. Le régime continue encore et encore. Hier, j'ai partagé une nouvelle sur mon Instagram qui est Sur Globo, une femme qui est journaliste qui parle de ce massacre. Que des personnes blessées sont à l'hôpital et ces militaires arrivent et leur tirent dans la tête. des blessés. Et avec des tirs, Bien directement à la tête, ils sont morts parce qu'ils sont des manifestants. Ils font aussi ces choses à beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital. je comprends. Alors, Lorsqu'il y a une guerre chez toi, tu espères un conflit extérieur car tu as au moins l'espoir que l'extérieur puisse faire une différence puisque l'intérieur n'en fait pas. C'est pour ça qu'on doit toujours en parler parce que le peuple iranien ne veut pas la guerre. Aucun être humain n'aime la guerre, personne n'est pour la guerre, le peuple iranien non plus. Mais on sait très bien que le régime islamique, depuis 47 ans, a tué tant de personnes, des milliers de personnes, des jeunes, des enfants, des femmes. Et donc, pour nous, pour les gens ordinaires, je parle pour les gens ordinaires, que c'est possible pour moi. 85 millions de personnes crient « Nous avons besoin d'aide ». Parce que nous n'avons pas ce pouvoir de faire face à ces groupes terroristes, car ils sont terroristes. Le régime de la République islamique d'Iran est terroriste. Alors, comment des gens ordinaires peuvent-ils faire face à ces terroristes? Nous avons besoin d'aide internationale. Donc, les États-Unis, Israël aident, je le sais. Il y a toujours un avantage. mais ils n'aideront pas le peuple d'Iran. Ils vont aider pour... C'est mieux que... Exactement, parce qu'ils ont déjà tué. C'est bien que tu entendes ça. Car beaucoup pensent que, parfois j'ai l'impression qu'Internet rend toute discussion binaire, alors qu'il existe de nombreuses nuances entre noir et blanc, rien que le fait que tu te sentes plus pleine d'espoir. Même si quelqu'un qui s'introduit chez toi te traite mal, il te traite moins mal que ce qu'il faisait auparavant. Parfois, c'est déjà un soulagement pour toi. Les gens ne comprennent pas. C'est ça, exactement. Soulagement. Ce que les gens veulent te montrer au monde, c'est qu'on préfère même mourir debout plutôt que de nous soumettre à ce régime. Je comprends. Pour le peuple d'Iran, c'est ça le plus important parce que la guerre, c'est la guerre, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Par exemple, l'économie a décliné après la guerre. Des gens meurent aussi, n'est-ce pas? Les gens ordinaires meurent aussi, non? Dans cette guerre. Mais le régime tue tellement, en fait. Le régime tue 50 millions de personnes en 2 jours. Oui, tu as peur d'eux, et ils menacent les gens ordinaires, ceux dont je parle, ils exécutent tous les jours. Ils envoient ces messages. Si vous sortez dans la rue, on va tous vous tuer.
Donc, ils menacent vraiment. Alors, les gens savent déjà ce qui va leur arriver s'ils sortent. Je vous demande à vous, Vous étiez là-bas en Iran il y a 13 ans. Est-ce que la situation était comme ça? Est-ce que c'est facile de faire ce que vous avez fait, dans le sens de réussir à quitter le pays? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de bureaucratie pour ça? Pourquoi partez-vous? Parce que si vous me dites que c'est un pays où les gens n'ont pas la liberté de se plaindre, je pense aussi qu'il est difficile de partir, car tu découvriras la vérité sur ce qui s'y passe. Tu deviens une voix de plus, comme vous, pour dénoncer. Quelle est la difficulté? La difficulté pour les gens de quitter le pays? Comment avez-vous réussi? oui, c'est difficile de nos jours, c'est encore plus difficile pour les gens de partir. Par exemple, mon frère est venu il y a presque 2 mois, il est arrivé ici, ça a été très difficile, mais quand nous sommes partis, nous avons obtenu un visa, tout était en règle, nous sommes partis normalement, il n'y avait pas de problème, parce que l'Iran n'a pas de problème avec le Brésil. À être célibataire, toutes les femmes ont besoin d'une autorisation. De passeport, vous? Êtes venu avec votre mari? Oui. Vous êtes venu célibataire. Oui, oui, mais avez-vous besoin de son passeport? Mon père avait déjà signé pour que j'aie un passeport, donc j'avais déjà un passeport. Tu es vraiment une exception, ce que tu as fait est très difficile, alors que pour elle non plus, ce n'est pas facile. Mais si son mari ne veut pas, il refuse aussi. Il signe. Je n'y arrive pas non plus. L'homme peut quitter l'Iran librement, bien sûr. Il n'a pas de problème avec le gouvernement. Le gouvernement ne dit pas « je ne veux pas que tu quittes l'Iran », comme c'est le cas, par exemple, dans certains autres pays sous dictature où les gens ne peuvent pas quitter le pays, d'accord? Non, sauf si, par exemple, tu es un criminel. Non, un criminel, mais pour des raisons politiques. Si tu as fait certaines choses, il y a des prisons politiques parce que nous avons des prisons pour les prisonniers politiques, n'est-ce pas? Donc, si tu as ce genre de choses, le gouvernement ne te laisse pas partir. Non. D'accord. Oui, il y a ça. Mais une personne, Normal, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. juste non. En tant que femme, tu dois avoir la permission de ton mari ou de ton père ou de tes frères. D'accord. J'aimerais comprendre maintenant cette question des femmes, parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant, surtout qu'on vit la vague la plus féministe de l'histoire, tu vois, en parlant d'autres pays occidentaux, etc. Et je voulais voir quelle est la vision des Iraniens sur les femmes, parce que tu as dit que tu es né déjà sous le régime. Donc, depuis cette période, il y avait déjà, tu vois, plusieurs restrictions. Peux-tu en parler un peu, comment c'est d'être une femme en Iran? Quand on parle de l'Iran, la femme en Iran est totalement différente de la femme dans l'islam. L'islam, qui est au pouvoir depuis 47 ans, considère que la femme ne vaut rien. La femme vaut la moitié d'un homme selon toutes les lois islamiques. D'accord. L'islam, qui est au pouvoir depuis 47 ans, considère que la femme ne vaut rien. La femme vaut la moitié de l'homme selon toutes les lois religieuses. Religieux? C'est religieux, mais ce sont aussi les lois et les règles de notre État. D'accord. Donc, tout fonctionne selon ces lois et ces règles. Mais la femme en Iran, la femme de la culture perse, a toujours été valorisée, la femme a toujours eu du respect, et la femme, même dans notre pays, l'Iran. Le nom vient d'un prénom féminin, donc la femme a toujours été respectée, la femme a de la valeur. Oui, il y avait une reine. Votre mère a été respectée, toujours. Dès le moment où vous êtes né, vous n'avez pas eu cela, parce qu'en plus de l'Iran, il y a l'islam. Alors vous avez grandi sous cette règle? Sous un gouvernement islamique. Dans ces écoles, parce qu'ils ont instauré des lois, n'est-ce pas? Maintenant, elle a parlé du passeport, vous avez besoin de l'autorisation de votre mari, selon l'islam. Non. Ils ont bien instauré des lois, non? Maintenant, elle a parlé du passeport. Tu as besoin de l'autorisation de ton mari ou de ton père. Soyez émérique que eux n'ont pas une pensée claire pour qu'ils puissent sortir. Mec, pays. Aussi, tu ne peux pas accéder à de nombreux métiers. Présidente, toi jamais. La justice aussi. Juge, une femme ne peut pas être juge. Combien de temps a-t-il fallu pour que les femmes puissent travailler? Parce que j'imagine qu'au début, elles ne travaillaient même pas. Non, les femmes travaillaient. Elles travaillaient, Elles travaillaient toujours avant la Révolution, mais ils ont instauré une loi. Si tu veux travailler, tu dois porter ce qu'on te dit. Aussi, tu as besoin de l'autorisation de ton mari, c'est L'autorisation pour travailler. tu travailles, tu sais. S'il dit qu'il ne veut pas, tu travailles quand même. Tu ne peux pas, c'est la loi. comment ça se passait pour les relations? Vous étiez jeune et jolie. Comment c'était là-bas? Vous alliez à des fêtes, les garçons venaient vous parler? Il y avait des baisers ou c'était très privé? C'est une blague? Oui, j'ai dit ça pour cette raison que c'est la loi, mais les gens n'y pensent pas.
Pour ce qui est de sortir ensemble, de s'embrasser et de faire la fête, c'est très proche de ce qu'on voit au Brésil. Le problème, c'est le gouvernement islamique en Iran. Waouh, non, le gouvernement islamique est au-dessus de ça. Exactement. Alors, Tu as envie d'embrasser le gars et tu as un peu peur. Tu ne peux pas y aller. Dans la rue, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça que je veux savoir. Tu ne peux pas. Mais dans les maisons, Tu peux te promener main dans la main. oui. avant, non. Mais il y a 10 ans, Par exemple, si on est en couple en Iran, puis-je marcher main dans la main avec toi? Oui. Puis-je t'embrasser sur la bouche? non, parfois. Parfois, avant, il demandait tes papiers. Tes papiers. Est-ce que le document s'est embrassé? Non, les papiers, ici sur le document. Juste pour embrasser. Oui. Je veux t'embrasser. Non, il y a qui es-tu? C'est ça. Tu sais, tu es. Il s'arrêtait, par exemple, dans la voiture. Oui, il s'arrêtait. Il y a la police, parce que là-bas, il y a la police, la moralité. La police de la moralité. C'est ça. Ce sont eux qui ont tué Mahsa Amini, n'est-ce pas? Ce mouvement Femmes, Vie et Liberté, tu parles de féminisme. Oui. Il y a presque 3 ans, ils ont tué Mahsa Amini, ce qui a été le plus grand mouvement au monde de soutien et de féminisme pour les femmes d'Iran. Quel pays a tué une femme juste parce qu'une mèche de ses cheveux dépassait, alors qu'elle portait le voile, le foulard? C'était où? Où ça? Iran. Mais c'était dans la capitale, fatale. Oui, elle est kurde. Elle vient du Kurdistan, kurde. Elle vient de sa ville, oui. Et elle est venue à Téhéran pour se promener avec son frère et la police des mœurs l'a attrapée devant la station de métro et ils l'ont frappée dans le fourgon, ils l'ont emmenée dans le fourgon. C'est ce qui est apparu. C'est ça. Et ils sont arrivés au commissariat et les caméras ont déjà tout filmé d'elle et ça a fait le buzz. Alors, elle s'est évanouie, elle est restée 3 jours dans le coma et après 3 jours, elle est morte. Et le régime a dit que c'était parce qu'elle avait des problèmes de santé, mais sa mère et son père ont dit que leur fille n'avait jamais eu aucun problème. Donc, c'est ça que je veux dire, c'était une... Ensuite, le monde a compris que oui, les femmes iraniennes, depuis 47 ans, qu'est-ce qu'elles vivent avec ce régime? Parce que nous, nous avons déjà été emmenés par la police des mœurs. Plusieurs fois, ils nous ont emmenés au commissariat. Il y avait une chance de ne pas mourir, et on annonçait notre mort. Pourquoi? Parce que c'est à cause de tes cheveux. Pour voir tes cheveux détachés, Ce sont des cheveux détachés. arrête tout. Pas les cheveux, regarde-les détachés. Regarde, ils sont détachés. Je dis, ils ont les cheveux détachés. J'appelle la police et je dis d'aller voir là-bas parce qu'elle a les cheveux détachés. C'est ça? Nous avons des hommes aussi, des femmes religieuses aussi. Nous avons ces... Ce n'est pas quelque chose que toutes les femmes sont contre. Il y a aussi des femmes qui... Elles sont en faveur du régime. très religieuses, femmes radicales, hommes radicaux. Tu sais, et puis il y a des gens qui travaillent, tu vois. Ils travaillent pour le gouvernement. Ils sont payés par le gouvernement. Alors je dis, ici c'est un pays musulman, le nom de notre pays est République islamique. Vous ne pouvez pas sortir comme ça, non. Mon Dieu mec, parce que maintenant je comprends la confusion. Parce que c'est comme le Brésil, qui est un pays libre, tout à coup il y a une loi religieuse qui est au-dessus de tout ce que nous sommes. Donc j'ai envie de sortir, mais si je sors, moralement parlant, j'ai tort. Pas légalement, mais moralement. Cela peut finir par devenir légal et te rendre confus. Vous disiez que, voilà, vous êtes des femmes, c'est-à-dire que vous étiez la partie la plus basse de cette société. Qu'est-ce que ça attire? Des citoyennes de seconde zone. N'est-ce pas? Oui, des citoyennes de seconde zone, exactement. Comment c'était pour le travail, pour toi? Comment est l'esprit d'une femme iranienne? Parce que, allons-y, si on dit que l'homme peut faire ce qu'il veut et que la femme grandit déjà avec le sentiment qu'elle ne peut rien faire, comment ça se passe pour ta question d'ambition? Comment percevez-vous l'ambition d'une femme iranienne? Parce que, à cause de notre culture, par exemple, ma mère, on regardait l'album, tout ce qu'elle avait déjà accompli, les études qu'elle avait faites, la sagesse qu'elle avait. On grandit dans un environnement où on sait que ce n'est pas comme ça. Donc, par exemple, ma mère disait toujours, Notre histoire nous sauve, vous savez. c'est la culture, en fait. C'est ça. En fait, ça sauve toujours notre vie, vous savez. Les femmes, c'est pour ça que les femmes se battent tous les jours. Nous souffrons beaucoup, mais nous ne croyons pas que c'est notre droit, vous savez. Nous savons que c'est mal. Je vois, j'ai compris. Le fait que ta mère ait été une femme libre dans le passé et non,
Si cela avait toujours été comme ça ici, peut-être que vous seriez plus résigné. Comme vous avez vu que votre mère était plus heureuse que vous ne l'étiez, cela donne de l'espoir pour changer les choses. C'est bien ça? Le mot heureuse ne signifie pas ce qu'elle ressent en ce moment. Non. D'accord. Mais dans le passé, Si elle était libre? si elle était libre avant, comment peux-tu être prisonnière et otage du système? Ça, pour nous, c'est quelque chose qu'ils disent toujours, que nous faisons une régulation très mauvaise. Ils disent toujours que la pire révolution du monde, celle que nous avons faite en Iran, c'est cette révolution islamique. Vous comprenez? Vous avez donc grandi en sachant que ce n'était pas correct parce que vos parents étaient indignés. Donc, vous êtes une génération. Quel âge avez-vous? Désolé de demander. Vous avez quel âge maintenant? 42. Et 2 et 46. 46. C'est-à-dire que vos parents venaient d'une génération plus libre que vous? Oui? Vous comprenez? Vous avez grandi. Je voulais savoir si la jeune génération actuelle partage votre état d'esprit ou si elle est plus passive, car elle vient aussi d'une génération prise en otage. Ils sont plus ouverts. Ils le sont vraiment. C'est à cause d'Internet. Waouh, quel courage ils ont. Il y a par exemple dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, une fille de 16 ans qui enlève son voile, quelque chose que moi-même je n'avais pas le courage de faire et qui le brûle comme ça dans la rue. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Imagine? Vous savez, parce qu'on manifeste, on est sorti pour lutter pour nos droits, on savait qu'on n'avait même pas de droits fondamentaux, on est allé dans la rue, on s'est déjà fait frapper, on a déjà été blessé. Mais c'est un courage encore plus grand. Mais le courage que la grande nouvelle génération a est plus grand que le nôtre. D'où penses-tu que vient ce courage? Pourquoi ce courage chez les jeunes? Par sagesse, sagesse. Aussi, information. Information, Internet, parce que beaucoup d'Iraniens vivent en dehors de l'Iran. Presque plus de 10 millions d'Iraniens vivent à l'étranger. Aux États-Unis, tu sais déjà combien, à Los Angeles, tout ça. Donc, presque chaque famille en Iran a de la famille à l'étranger. Donc, cette information circule déjà, d'accord. Et tu vas voir que les gens, on est dans une prison, une énorme prison qui s'appelle l'Iran pour les femmes, n'est-ce pas? Donc, elles, chaque jour, elles se battent pour faire changer les choses, tout comme les hommes. Tout comme les femmes. Tu sens que les hommes le veulent aussi, beaucoup. Il n'y a pas de sentiment machiste de vouloir garder le pouvoir. Non, tu sais, j'ai même ressenti que les hommes iraniens sont bien meilleurs que ceux d'autres pays, contrairement à ce que les gens pensent. Je pense qu'ils sont très ouverts d'esprit et soutiennent beaucoup les femmes, mais ils ressentent aussi leur souffrance. Le problème est générationnel, ce sont des hommes du passé qui dirigent la société. Du genre, Par exemple, mon père avait déjà cette mentalité et n'aimait pas que ma mère travaille. Je comprends, mais pour les filles, non. Il nous soutenait pour qu'on étudie. Mon père voulait qu'on étudie avant tout. Je comprends. Nous avons tous les deux une licence, je comprends. C'était important pour mon père. mais vous êtes diplômé, cela se voit. Donc maintenant, vous êtes au Brésil, tu es marié à un Iranien. C'est ça? Oui, oui. Il travaille ici, tout est normal. Tu travailles aussi comme chanteuse ici, et toi, tu es maquilleuse. Je suis maquilleuse, danseuse perse. C'est génial. Oui, elle danse, elle ne me voit pas. Ah oui, on fait des spectacles ensemble. C'était bien, oui, mais toi, en tant que femme célibataire, tu es dans le pays du carnaval. Comment ça s'est passé pour toi? J'aimerais vraiment connaître ton histoire, puisque tu viens d'un pays où tu ne peux pas, tu sais, mettre du rouge à lèvres. Enfin, je ne sais pas, tu pouvais peut-être... Mettre du rouge à lèvres, c'est permis. Oui, mais tu vois, tu ne peux pas, je ne sais pas, sortir sans le hijab. Quand tu arrives ici au Brésil, les gens sont torse nu sur une avenue. Comment as-tu vécu ce changement? Tu savais déjà que le Brésil était comme ça, tu avais déjà vu, ou tu ne savais pas, ou tu vas à une fête, évidemment, il a dû y avoir, je sais pas, plein de mecs qui essayaient de te draguer. Le Brésil, comment ça s'est passé? Je vais lui demander, toi tu es marié, c'est fou? Elle est mariée. Mais pas moi. Parce que j'ai déjà commencé à voyager en Iran. Quand j'étais en Iran, j'ai déjà commencé à voyager dans d'autres pays. Je l'ai déjà remarqué. Ici, ce n'était pas le premier pays où tu es venu, Non, il y a eu d'autres pays que j'ai visités aussi. mais rien ne se compare au Brésil. Le Brésil offre davantage de liberté et est déjà bon marché. Ici, c'est un pays sympa. Pour moi, c'était plus important parce que quand je suis arrivée ici, il y avait des femmes qui voulaient, par exemple, venir vers moi, voulaient m'embrasser. Oui, car elle ne l'a vraiment pas. N'est-ce pas? Oui, parce que même, par exemple, un homme vient, un homme va demander, va prêter attention, tu vas remarquer que cet homme va t'apprécier, alors il va se rapprocher.
Mais là-bas, pour les LGBT, pour des personnes comme ça, c'est bien compliqué. Ce n'est pas courant, ça ne se fait pas. Genre, Ça existe, mais c'est caché, comme tu dis. ça existe? Ça existe. C'est ce que le gars fait chez lui, mais si une femme ne peut pas marcher main dans la main avec un homme, imagine deux hommes. Exactement. Et il y a cette histoire de lapidation, comme on entend parler. Oui, Oui, lapidation, on n'en a pas vu. Pour la femme qui reste, si elle est mariée et qu'elle trompe son mari avec un autre homme, ça existe. ça existe? C'est de l'infidélité. Oui, Mais maintenant, ils sont passés à l'exécution, ils ne font plus ça. Mais c'est déjà arrivé. Il y en a déjà plus qu'un film. attends, à partir du moment où tu es marié avec un gars et que tu le trompes, tu vas être exécuté maintenant. Oui, c'est un grand crime dans l'islam. Une femme trompe. Beaucoup. Beaucoup. Oh là là. Mais est-ce que c'est une exécution? C'est la mort? On va découvrir l'histoire de la lapidation. Exécution. Mais aujourd'hui, ce n'est plus par lapidation. Mais autrefois, une femme allait être lapidée si elle faisait ça. Pas très ancien, il y a 10 ans. Je comprends, oui, c'est arrivé. Ils ont modernisé la lapidation? C'est une chose, il y a des musulmanes ici, des femmes qui soutiennent l'islam, qui disent que la lapidation n'a jamais eu lieu. Non, c'est un mensonge. Un mensonge qu'elle raconte. Oui, ça s'est produit, ça existe, malheureusement, c'est déjà arrivé. Il y a même un film, La lapidation de Soraya, la lapidation de Soraya. Donc ça existe, il vaut mieux qu'on l'accepte, d'accord? C'est une élection. De l'islam, lapidation. Je veux comprendre cette loi parce que, par exemple, comment ça arrive? Toi, ce n'est pas arrivé, d'accord? C'est une supposition, tu es marié, puis tu es allé là-bas, tu es sorti avec un homme. Ils l'ont découvert, alors ils vont à la police et disent « elle trompe », puis tu passes devant un tribunal, ensuite tu es emprisonné, puis tu sais que tu vas mourir. Comment ça fonctionne? Y a-t-il différents types d'adultère? Celle-ci peut tuer, celle-là ne tue pas, celle-ci c'était juste un baiser, c'était juste un flirt. Comment ça marche? Non. Tout cela est écrit dans la loi, tu sais, tout est... Une question de parole. La parole, nous avons des lois, vous ne pouvez pas imaginer. Pour les musulmans, jusqu'à quel point, jusqu'au moindre détail de ce que vous faites, tout est écrit. Mon Dieu, imagine ça, mec. Mec, mais ton mari va appeler et il a besoin d'un témoin. Donc c'est ça, il va prendre 2 témoignages, soit 2 hommes, soit 4 femmes, n'est-ce pas? Juste la parole suffit déjà. Oui, oui, Parce que 2 témoignages suffisent déjà à prouver que c'est arrivé. Je n'ai pas besoin d'avoir une vidéo, j'ai besoin d'une... Preuve concrète. Non, c'est presque impossible, n'est-ce pas? Mais c'est parce que si la parole suffit, c'est très... Cette loi est dangereuse. Mais il y a une procédure, ils vont enquêter, ils vont parler. Oui, c'est vrai, c'est arrivé. Alors cette femme va aller à... maintenant faire un test ADN, tu sais. Tu sais ce qui s'est passé. Mais il y a cette histoire. Par exemple, le gars qui a une femme, cette femme est la mère de son fils, elle l'a trompé, il dit, et il l'exécute normal, comme ça il exécute la mère de son fils parce qu'elle l'a trompé. Parce que je trompe. S'il a dit ça à la police, au tribunal, alors il veut la tuer. Et si c'est le contraire, si l'homme a trompé, L'homme peut. Ne pas m'imposer. L'homme peut épouser 4 femmes en même temps et avoir 40 amantes. Donc, c'est la loi de l'islam. D'accord. C'est très bien, n'est-ce pas? Très juste, je pense. C'est pour ça qu'on en parle. Ils utilisent de quelques phrases secrètes, sacrées, que l'homme utilise avant de faire l'amour avec les femmes. Ils disent quelques mots qu'ils appellent sir. N'est-ce pas? Que l'on appelle sir. c'est comme si je suis libre de pécher. Ils utilisent certaines phrases qui viennent du Coran. Coran. Ils peignent, par exemple, je vais donner ce chocolat à cette fille. Donc, ou la valeur qu'aujourd'hui, ils font ça dans... Qu'est-ce que font ces ayatollahs? Dans la rue. Parce que beaucoup de terroristes qui viennent en Iran, n'est-ce pas, d'autres pays, et ils disent, si vous travaillez comme ça, on vous donne même des filles d'Iran pour vous. Alors, ils disent ces phrases de cire, de valeur, par exemple, je vais payer 500 réais et cette fille reste 1 mois avec moi. Mon Dieu, il y a ça à utiliser, ça c'est de l'islamisme. Tu payes au père de cette fille, pas à la fille non plus. Donc, tu vas payer au père et n'importe qui
À partir de 9 ans, tu peux faire ça. Même si le père la laisse avant aussi, tu peux parce que son père veut décider. C'est-à-dire, moi, J'arrive à une conclusion sur le féminisme. parce que c'est mon fils, n'est-ce pas? À propos du féminisme, vous êtes bien plus féministe que les féministes, disons, de pays comme le Brésil, par exemple. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas un concours de féminisme. Comme tu viens d'un pays qui t'empêchait d'être une femme et de faire ce que tu voulais, je pense que tu as plus de connaissances, de douleur et de compréhension, ce qui explique peut-être pourquoi tu te sens proche de tant de femmes. J'ai dit une bêtise ou ça a du sens? Je pense que les féministes ici n'ont pas la moindre idée de la souffrance que vivent les femmes iraniennes, afghanes. Oui, parce que le féminisme n'a pas la moindre idée. Elles n'ont pas... J'ai vu des féministes qui soutiennent le régime islamique. Oui? Alors, comment une femme peut-elle soutenir ce genre de régime? Elle s'intéresse à l'idéologie politique, pas au féminisme. Elle soutient son idéologie et veut... Pour elle, les femmes n'ont pas d'importance, les droits des femmes n'ont pas d'importance, les droits des enfants n'ont pas d'importance, les droits des enfants n'ont pas d'importance. Parce que la majorité sont des pédophiles. On peut le dire, ils font ça ouvertement. Pour eux, c'est très normal, très normal. C'est ça l'islam tranquille. Un homme de 50 ans peut épouser une fille de 9 ans si son père accepte le mariage, tu sais? Donc, ils vendent des enfants. Alors, pour les féministes ici en Occident, on peut dire qu'elles pensent tout savoir, malheureusement. C'est du féminisme américain, c'est la vérité, c'est un agenda copié des Américains. Au Brésil, on copie les Américains en parlant de mansplaining et de man interruption, mais ici, il y a des gens qui frappent des femmes, contrairement à là-bas, tu vois? Ce sont des sujets et problèmes différents, mais les mêmes thèmes, ce qui complique les choses. Maintenant, toi qui viens d'un endroit qui est, disons, socialement défavorisé, tu arrives vraiment à percevoir le vrai problème. Ce serait ça. Beaucoup, on peut vraiment voir. C'est pour ça que parfois je suis choquée par la façon dont elles parlent, par les choses qu'elles soutiennent, tu sais. Parce qu'ils ne vivent pas dans cet environnement. Nous vivons dans cet environnement. Nous avons grandi, nous avons souffert, nous avons perdu des vies. Tu sais, chez nous, on fait beaucoup de choses très dures juste pour ressentir un tout petit peu de liberté, une miette de liberté, alors qu'ici au Brésil, vous ne pensez pas à ces choses-là. Dis-moi alors, quelle est la plus grande liberté des Brésiliennes? Pardon, continue. Tu imagines ces féministes aussi qui ne pensent pas jamais que les femmes iraniennes ne peuvent même pas se baigner dans la mer. Rien du tout. À la plage, porter un bikini. Tu sais, quand vous dites « je suis rouge », ils aiment ça, c'est joli. Ce n'est pas leur façon d'être, c'est leur culture. Mais tu ne sais pas jusqu'à quel point ces limites entravent la vie des femmes qui vivent comme ça, tu sais. Alors, Je veux en discuter avec toi, ce que tu as dit m'a beaucoup intéressé. Une fois, en Thaïlande, avec ma femme, j'ai constaté une forte culture du Moyen-Orient là-bas. Beaucoup de gens y vont. C'était exactement ça. Il y avait un arabe avec ses 4 femmes, les femmes étaient en burqa, et ma femme a regardé et a dit « Les pauvres, n'est-ce pas ?» C'est la première pensée un peu occidentale, c'est de se dire « les pauvres ». J'ai dit en même temps, mon impression c'est que les femmes la regardaient aussi en pensant « quelle femme dévergondée ?» C'est ça que je voulais comprendre. Il y a une chose maintenant, vous les femmes, quand vous êtes en Iran, quand vous vivez sous le régime iranien, vous vous sentez mal à cause de ça. Du genre, mince, je ne devrais pas porter le hijab ici à la plage, ou bien il y a des pensées du style, celle qui ne porte pas le hijab, c'est elle qui a tort, exactement, beaucoup de personnes pensent comme ça. parce que vous avez reçu cette éducation de votre mère qui disait « Ma fille, ça ce n'est pas bien, on va changer ça ». Mais je crois, moi qui suis ici au Brésil, qu'une bonne partie des Iraniennes pensent que c'est la Brésilienne qui a tort. Non, la majorité des Iraniens ne pensent pas comme ça. La majorité. Ah, la majorité. Je peux dire que 90% de la population en Iran pense comme au Brésil. Ils aiment cette culture, ils aiment le sable. J'avais cette vision, tu sais, comme j'ai grandi dans une culture différente, peut-être que le string, c'est un truc que, putain, je ne suis pas pour le string, non. Comme le bikini, oui. Non, non, tu vois, il y a des choses qui n'existent qu'au Brésil, par exemple, le bikini brésilien, le bikini du Brésil, tu vois. Tu portes un bikini? Oui, bien sûr, j'en porte. Tu peux porter un bikini sans problème? Mais par exemple, dans ma tête, même si j'étais ouverte d'esprit, quand je suis arrivée ici, même quand je suis allée dans d'autres pays, je suis allée à Goa, tu vois, en portant un bikini, je mettais toujours quelque chose par-dessus, oui.
Parce que dans ma tête, j'avais encore honte de porter, de rester au soleil, de bronzer dans le bikini que je voulais, qui est juste une culotte. Oui, j'avais aussi une gêne par rapport au soleil, tu vois. Tu sais, quand tu n'as pas de liberté, parce qu'en Iran, il y a des piscines, Tu vois, des piscines. les gens y vont, elles portent des bikinis. Mais je suis une femme. Non, non, pour les personnes très réservées. Escondido. Oui, exactement. Il y a la famille avec qui on reste ensemble. Il y a la piscine où on reste ensemble. Des amis, oui, oui. Pour que les autres personnes voient, mais c'est un bikini plus discret. Mais tu ne peux pas sentir le soleil sur ton corps. Tu sais, ce soleil se vend dans tes cheveux. Toujours dans tes cheveux. Cette chose, c'est aussi que tu as honte de ton corps. Tu te juges beaucoup, donc ça reste dans ta tête. Cette liberté a beaucoup de valeur, tu sais. Ici au Brésil, tu sais, je pense que les gens doivent savoir ce que c'est. Pour nous, c'est déjà normal. D'ailleurs, n'est-ce pas? Par exemple, j'ai mis du temps à accepter de porter un bikini classique. Ça m'a pris du temps pour accepter. C'est pareil pour les hommes qui portent un slip de bain hors du Brésil. On se sent beaucoup jugé, oui. Exactement. Tout le monde pense qu'on est gay, car le slip de bain est vu comme un vêtement des années 90. Je croyais qu'il n'y avait que le blanc, mais je pensais que le noir était aussi permis, surtout car il met en valeur le volume. Désolé pour le temps. Mais surtout le slip de bain, mec, c'est un truc où tout le monde regardait les Brésiliens en se demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Le gaz est en caleçon ici. Mais pour les Brésiliens, c'est quelque chose de normal. On est différent. Oui, ici, c'est ce que je disais. Vous avez grandi avec une liberté que d'autres pays n'ont pas, en fait. Voyager ailleurs, c'est super, mais la tromperie existe, tu sais. Oui. J'allais dire ça. Je pense qu'on n'est pas tant que ça. Je pense qu'on est hypocrite. Oui, le Brésilien est hypocrite. Je ne critique pas le Brésil car j'y suis. Si j'étais en Iran, je parlerais peut-être très bien du Brésil, mais je trouve une certaine hypocrisie dans ce côté catholique. Nous sommes très catholiques, très chrétiens, mais en même temps, nous sommes libéraux. Oui, et on va s'amuser. Et en même temps, la famille est traditionnelle, mais tout le monde vient. Tu sais, c'est un peu, je ne sais pas, on est un peu de tout. Mais c'est aussi ce qui rend le Brésil incroyable. Oui, exactement. C'est ce mélange. Maintenant, le Brésil, nous sommes très humains. Le Brésil, il est très humain, vraiment. Parce que je pense que les autres pays, ils sont très robotisés comme ça, non? Aussi, parce que tout est très standardisé. Une personne n'embête pas l'autre. Il y a une personne religieuse à côté de moi, mais elle ne dira rien à ce sujet. On ne parle pas de religion. Oui. Je sais que c'est dire qu'il n'est pas religieux, mais ça ne va pas déranger le comportement entre lui et moi, tu vois? Ce genre de choses n'existe pas. Mais dans l'islam, ça existe. Dans l'islam, en tant que musulman, c'est obligatoire. Tu dois le dire à une chrétienne. Regarde, tu es chrétienne, n'est-ce pas? Mais tu sais que l'islam est plus complet. Tu sais que l'islam, tu vas Aider ta religion dans le monde est vraiment parfaite pour cette époque. Alors, il va conquérir, il va travailler sur ton esprit pour que tu deviennes musulmane, pour que tu te convertisses à l'islam. Oui, Il va te mettre des idées dans la tête. exactement. Mais les religions, elles sont toutes comme ça, non? Mais dans l'islam, c'est beaucoup. Exactement. Non, l'islam, c'est plus. Mais là-bas, c'est genre, Toi comme chanteuse et toi comme maquilleuse. Qu'est-ce que vous avez retenu de la culture brésilienne que vous aimez vraiment côté culture ou divertissement? Quand vous regardez le Brésil en mettant de côté les gens, ça j'ai déjà compris, la chose que vous aimez le plus au Brésil, c'est nous. J'ai adoré ça. Je veux connaître des curiosités comme le brigadeiro, la bossa nova que tu as commencé à chanter, ou la façon différente de se maquiller en Iran par rapport ici. Ici au Brésil, je voulais ces détails et curiosités. Tu as très bien dit parce que j'aime beaucoup la bossa nova. Je pensais que tu allais dire Bolsonaro, j'aime beaucoup Bolsonaro. non, j'ai dit, tu as déjà compris, oh là là, Moi mec, c'est fou. Ce n'est pas grave, elle parle. Oh là là, tout le monde. mec, Ce sujet est politique, n'est-ce pas? maintenant? Você gosta muito de bossa nova? Tu écoutais de la bossa nova là-bas? Ça arrivait jusqu'à toi? Oui, des musiciens ont commencé à arriver ici. Parler de la bossa nova parce que c'est un peu comme du jazz, non? Oui, C'est le jour de la samba, non? oui, exactement. Mais quand je suis arrivée ici, pour nous, la première chose pour nous immerger, c'était la musique, en fait. Vous deux? Les paroles, oui, elle aussi, j'aime beaucoup, mon mari aussi. Musique? Tu aimes la musique brésilienne? Ouais, j'aime ça.
que tu aimes la musique brésilienne. J'aime la PBM, tu sais, MPB plus MPB. MPB. PBM, c'est ça. PBM, c'est le rythme cardiaque. J'aime le rythme cardiaque. Et mais la samba, j'aime bien, mais pas trop. Mais la samba, danser la samba, j'aime ça. Et la bossa nova, j'aime bien. Je préfère la bossa nova parce que les paroles sont plus profondes. On peut apprendre plus de portugais avec ces paroles. Oui, c'est parce que, eh bien, Quand il chante, tu peux comprendre chaque mot, tu sais, oui. par exemple, le funk. Oui, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont des grognements. Le funk, c'est des grognements, pas des paroles. Ouais, oui, tu ne respectes pas la culture. Tu apprends le mot assieds-toi, très important. Assieds-toi, s'asseoir, s'asseoir, s'asseoir. Oui, tu vois que la culture brésilienne est épuisée, elle doit toujours s'asseoir. Il y en a beaucoup, même par terre, par terre, par terre, par terre. Tu as déjà dansé le funk? Comment? C'est... Comment veux-tu qu'une Iranienne danse le funk? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais qu'en Iran, le peuple iranien adore le Brésil. Franchement, c'est comme s'il y avait une connexion très forte. Mais le truc avec le football, La culture, dans le sud de l'Iran, il y a une ville qui s'appelle Abadan. Oui. Ils disent que c'est un morceau du Brésil qui existe en Iran. Ils disent de même que partout où tu vas, tu vois des maillots de l'équipe du Brésil. Ils portent des maillots de l'équipe du Brésil. Ils jouent beaucoup au football. Il y a de la samba et tout ça. Ils appellent Abadan la brésilienne. Je comprends. Genre, Abadan, c'est le Brésil. Alors, ils ont ce côté sympa. je veux savoir comment vous dansez le funk. Comment danse une Iranienne? Non? Le funk, nous, mec, Je peux dire que tu déchires. Si tu fais le funk d'Irandina, putain. non. Il n'y a personne, je t'ai déjà donné ici. Une chose à propos de nous, encore une fois, nous avons dû venir ici pour parler de ces choses, de nourriture, de culture. Continent, on ne parle que de ça. C'est ce. Vous deux, je vous invite toutes les deux. C'est un groupe d'animaux qu'on va ramener. Il y a l'angolais, le français et le chinois. Et moi, je suis le gars le plus... Tu es poli. Poli, posé, poli, juste pour dire des bêtises. Parce qu'ici, c'était une discussion pour qu'on puisse parler. Vas-y. D'une chose, Mais une chose plus géopolitique sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais là, tu viens d'entrer continente et tu fais en sorte que vous veniez pour qu'on parle, pour que vous écoutiez nos musiques. On finit par regarder des vidéos de l'Iran. des musiques d'avant la révolution islamique. C'est ça. Comme Mahmoud l'a dit, il y a Bolsonaro, de la nourriture iranienne, de la nourriture iranienne. En fait, la culture perse. Parce qu'ici, il n'y a pas ici des tapis. Ici, il n'y a pas de tapis. Il y en a, mais les gens pensent que, il y a des chats persans et c'est cher, Il y a des pistaches. Il y en a plein. Des pistaches, de bonnes pistaches. Il y a du safran de fleurs. Oui, il y a du caviar. D'accord. Il y a des choses. Il y a, gardons le caviar. Mais il est français. Le caviar n'est pas français. Le caviar n'est pas français. Il y a une dispute là, tu vois. Il y a une dispute. Une dispute. Il y a une dispute. Oui, le caviar, je crois qu'ils en prennent. Ils le prennent d'Iran, non? Bien sûr, des épices, du caviar. Laisse-moi te dire. Oui, l'histoire du tapis. Quand tu vois un tapis, tu te demandes, ce n'est pas bien? Bien sûr, on voit, on sait déjà. Je vais prendre la main et... Vous êtes des expertes en tapis. Ce tapis-là, il est bien. Ce tapis est mauvais, non? J'ai déjà dit à Mauricio que celui-ci est plutôt moyen. Et chez vous, c'est comment? Il y a des tapis vraiment incroyables là-bas? Les tapis super bonchés. Beaucoup. Dans notre maison, oui, presque rien. On n'était pas préparés. On n'est jamais retourné en Iran. Je comprends. Ramener des choses qu'on ne peut pas mettre. Revenir. Vous aimez les tapis? J'aime bien. L'Iran et Liano aiment beaucoup les tapis. Il n'y a que de la terre chez toi. Partout. Partout. Un endroit plein de... Plafondent avec eux. tapis. Non, pas le plafond. Il y a des œuvres d'art dessus. Ah. C'est plutôt par terre. Non, mais autrefois au mur. Par aide. Ils l'ont mis au mur. Respect. Mais celui-ci en soi. En soi. Tu sais quelque chose. Tu sais. Très, très cher. C'est eux qui l'ont mis. Voilà. Qui est en soi. Soi. Voilà. Ici, quand on dit soie, ça veut dire du papier à rouler pour fumer de la marijuana. Oui, le groupe qui aime ça. Non. En plus de ça, il y a beaucoup de soie que les gens utilisent pour faire des tapis. Oui, il y en a. Il y a des fils que les gens utilisent. Je trouve que vous devenez très brésilienne, Sacha. Sacha. Teresinha, nous sommes brésiliennes. Vous êtes de plus en plus brésilienne. Oui. Vous l'êtes. Bientôt, là-bas, à Ainda, on n'en parle pas encore. On a tellement de choses à dire sur le Brésil, n'est-ce pas? Mais le sujet de l'Iran est tellement mignon. L'Iran qui est fort. Alors, Guerre, femmes. je lance l'invitation maintenant, officiellement, très continente. Là, c'est le bazar. Là, il va dire n'importe quoi. Là, c'est le chinois qui crie. Vous revenez ici? Vous vivez à São Paulo? Près d'ici, près d'ici. On est à environ 15 minutes. Prenez votre tapis et venez en volant.
Ah, ce n'est pas fini, c'est l'épreuve du baba. C'est la blague de Très Continente, mais elle teste déjà si elle a aimé ça. C'est ça, et elle y va avec le tapis. Je vous embrasse tous, merci beaucoup. C'était l'épisode sur l'Iran, partagez-le avec les gens qui aimeraient connaître ces informations et qui sont complètement ignorants comme moi, d'accord ? Je pense que les gens doivent connaître l'histoire d'autres cultures, ne serait-ce que pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes nous-mêmes. Bientôt, elles seront sur Très Continente. Merci. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les informations sur les deux, au cas où vous voudriez plus de détails, si vous voulez un maquillage ou une chanteuse pour votre événement. Nous avons ici 2 personnes merveilleuses, des personnes originaires d'Iran. Bisous, au revoir.